Bonjour à tous. On se retrouve comme une fois tous les 2 mois avec Madame le maire pour nos traditionnels, maintenant on peut le dire, Facebook Live. Donc vous le savez, hein, l'intérêt c'est que vous puissiez discuter en tête-à-tête et en direct avec Madame le maire, mais sans avoir besoin de bouger de chez vous. C'est le gros avantage. Bonjour à Euh, tous et bonjour à toutes et bonjour Bastien. bonjour, Ravi de vous retrouver. bonjour Madame le maire, ravi comme d'habitude. Donc on va faire un petit peu comme d'habitude, on va attendre que les gens arrivent doucement parce que c'est un petit peu le concept de ce format. Et nous, on va peut-être commencer avec aussi certains sujets d'actualité qui intéressent les gens actuellement sur la commune. Ou en tout cas pour lesquels il y a eu des questions. Exactement. Voilà. Et le premier, un sujet majeur actuellement, c'est l'arrivée de nouvelles bornes un peu partout dans notre ville. Donc on a beaucoup de questions, on a communiqué dessus, mais peut-être c'est bien que vous puissiez aussi Voilà. en dire un mot, je pense. Oui, très rapidement, vous avez dû avoir arrivé de nouvelles bornes à compost qui sont de couleur marron à côté très souvent vous savez, des silos à verre et puis de tout ce qu'on a sur le territoire en termes d'outils de propreté, on va dire. Donc ces bornes à compost, 38 ont été installées un petit peu partout dans la ville. Elles ont pour objectif de récupérer vos déchets alimentaires et donc elles seront vidées 2 fois par semaine par la métropole de Lyon. C'est bien la métropole de Lyon qui a la compétence propreté sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc nous avons sollicité la métropole de Lyon pour que nous fassions partie de cette expérimentation qui a lieu dans d'autres villes. On parle de Lyon 7e, mais plus proche de nous, de Craponne aussi, qui en a installé également quelques dizaines sur le territoire. Donc on est bien dans une phase d'expérimentation pour que justement les Fidésiens s'approprient aussi ce tri, entre guillemets, c'est une forme de tri bien sûr, et puis expérimentation aussi, parce qu'il faut être très vigilant à la façon dont c'est organisé, mais aussi dont les Fidésiens vont s'approprier ces bornes alimentaires. Voilà, donc elles ont lieu, elles sont posées généralement près de l'habitat collectif. Alors là, j'ai eu beaucoup de questions en disant, mais comment se fait-il, les habitats collectifs, les choix des emplacements? Alors, c'est simple, effectivement, c'est plus à destination de l'habitat collectif. Quelques copropriétés privées ont souhaité avoir une borne à compost sur le domaine privé de la copropriété. Certaines non, donc on les a mis sur l'espace public, mais on espère que ça viendra, que justement dans toutes les copropriétés, dans l'habitat collectif, arrivent ces bornes de compost. Oui, parce que la logique serait peut-être là aussi à un moment donné. Voilà, effectivement. Donc il y a des copropriétés qui ont accepté d'avoir les bornes. Il y en a d'autres qui s'étaient déjà dotées de compost. Vous savez que nous travaillons aussi à cette opération de compost. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose puisqu'on ne met pas dedans la même chose que dans un compost. On a vraiment tous les déchets alimentaires. Et puis alors c'est très simple, c'est une borne, mais à l'intérieur de cette borne, il y a une poubelle qui est de couleur marron. Ça nous fait maintenant 3 couleurs de poubelles différentes, mais il faut le dire. Et la métropole de Lyon vient ramasser toutes les 2 fois par semaine. S'il faut augmenter le ramassage, eh bien ils le feront. S'il faut modifier les bornes parce qu'on va considérer que le volume de déchets récupérés n'est pas suffisant ou est trop important, eh bien, il va falloir ajuster. C'est pour ça que je disais qu'on était dans une expérimentation. Même sur les emplacements. Même sur les emplacements, vous avez raison de le dire, Bastien. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus en disant mais pourquoi vous le mettez là? C'est pas forcément l'endroit idéal, ce n'est pas pertinent. Il y a déjà beaucoup de déchets au sol à cet endroit-là. Bien justement, l'expérimentation sert à ça. Il faut être très vigilant. Beaucoup de Fidésiens ont également peur que si la borne est pleine, les déchets s'accumulent autour. Je peux vous avouer que nous avons la même peur et que nous serons très vigilants puisque le but, c'est véritablement de traiter les déchets. Le but, c'est ça. Hein. Le but, c'est de traiter les déchets. Ce n'est pas de salir la ville, on va le dire de façon très simple. Et donc, nous serons très vigilants à tout ça. Voilà. Alors, c'est pas la seule chose que vous avez dû voir pousser sur notre territoire. Alors, effectivement, là aussi, beaucoup de questions. On me dit que ça prend de l'espace sur l'espace public. Effectivement, ça prend de l'espace sur l'espace public. Nous avons souhaité que ça ne soit pas forcément sur des places de stationnement, parce qu'il fallait à un moment donné éviter aussi de pénaliser les automobilistes. Donc voilà, nous avons choisi des lieux où on peut continuer à circuler à pied sur des trottoirs pour qu'on puisse être en toute liberté. Vous avez dû voir apparaître aussi d'autres dispositifs de propreté. Je parle des cyclopeurs, ces fameux bornes de cigarettes. Voilà, il y en a quelques-uns sur la commune.
Il y a aussi des c'est bornes à vêtements qui ont voilà, été des bornes à installées. vêtements. Voilà. L'idée, c'est toujours de trier, d'abord de la propreté. L'objectif premier, c'est la propreté de la ville. C'est vraiment une priorité pour nous, une vraie volonté. Et puis derrière, il y a toute la vertu du recyclage, Exactement. quel que soit le déchet. Voilà, donc, et j'ajoute que les ambassadeurs du tri qui sont venus taper à votre porte, notamment en habitat collectif, nous font des retours plus que élogieux sur vous tous, fidésiennes et fidésiens, qui avez pris l'habitude de trier avec, avec, avec des taux très importants de tri. Alors évidemment, on risque d'avoir des retours concernant la propreté, sur la diminution de la collecte dans certains endroits pavillonnaires et résidentiels. Oui, voilà. Tout à fait. Mais il faut apprendre à trier. D'ailleurs, Et à limiter nos déchets, en fait. Ouais, les messagers du tri sont encore en train de passer chez les gens, donc vous étonnez pas si des messagers viennent taper à votre porte pour vous expliquer ce projet encore plus précisément, quoique Madame le maire l'a expliqué assez précisément. Voilà, les bornes à compost. Elles arrivent 38 sur le territoire. Du coup, il y a une dame qui dit très bonne idée. Voilà. Et il y a un monsieur qui souhaite savoir quel est le coût de tout cela. Bon, c'est des questions qu'on a eu aussi, qu'on a aussi parfois. Alors, combien coûte ce projet Alors, nous, directement pour la ville, il ne coûte rien, puisqu'on est sur on est sur le domaine de la métropole de Lyon. Et on est, alors, sur le domaine, sur l'espace public, c'est sur le domaine métropolitain. Et donc, c'est un financement métropole dans le cadre de sa compétence propreté. Voilà. Mais ça s'intègre dans la compétence globale de la propreté que détient la métropole de Lyon sur les 59 communes qui la composent. Voilà, puisque c'est la métropole de Lyon qui s'occupe de la collecte, poubelles grises, poubelles vertes, et qui s'occupe du coup de la collecte de compost. Voilà. Merci Madame le maire. Pour nous, on a bien parlé de ce sujet, on va changer de sujet. On a eu aussi quelques questions sur une opération qui s'est déroulée récemment sur la ville. Des gens ont vu aussi au parc du Brûlé que ça s'affairait, et même à la sortie des écoles. C'est l'opération Un enfant, un arbre. Peut-être vous voulez en dire un mot aussi. Oui, l'opération Un arbre, un enfant, effectivement, donc nous avons cette volonté à la fois de préserver notre patrimoine arboré sur le territoire. Nous avons évidemment la volonté d'être dans une démarche de préservation de l'environnement. Et lorsqu'on parle de préserver notre patrimoine arboré, ça veut dire qu'on le veuille ou non, amener à une certaine forme de gestion de ce patrimoine. Gérer un patrimoine, ça veut dire, premièrement, de faire des diagnostics sur les arbres pour savoir s'ils sont en bonne santé. Voilà, donc nous avons plusieurs diagnostics qui se sont succédés. Et ces diagnostics, parfois, nous alertent sur la dangerosité d'un arbre. Alors, parfois sur sa maladie, et donc sur le fait qu'il va bientôt mourir. Suivant l'endroit où se trouve l'arbre, il est plus ou moins dangereux s'il tombe. Donc, nous sommes amenés parfois, lorsque les arbres sont atteints de champignons ou de maladies, je parle de la maladie de la suie par exemple. Sur les érables qui Voilà, les érables qui souffrent beaucoup, nous sommes amenés à couper des arbres. Préserver l'environnement et notre patrimoine arboré, c'est faire en sorte que notre canopée ne diminue pas. C'est de préserver un nombre d'arbres suffisant par habitant et justement la qualité de l'air, la qualité de vie, mais aussi notre identité paysagère de Sainte-Foy, poumon vert de l'agglomération que l'on veut conserver. Donc il faut absolument anticiper un patrimoine qui va évidemment être bousculé, soit par le changement climatique qui a affecté certains arbres, soit des maladies. Et donc pour anticiper cela, nous avons décidé de distribuer un arbre à chaque enfant parce qu'on est aussi dans une démarche de citoyenneté. Alors déjà, je peux vous assurer la joie des enfants quand ils ont reçu l'arbre, c'est véritable, rien que ça porte. De voir l'enfant avoir le petit arbre dans ses mains. Deuxièmement, l'enfant, de savoir qu'il a demandé à ses parents de le planter avec lui. On est dans une démarche qui est de partage et enfin, on est dans une démarche citoyenne puisqu'on contribue justement à la préservation de ce patrimoine arboré, donc à la préservation de notre qualité de vie et de notre vie tout court, on peut le dire. Et l'idée que nous avons eue, c'est soit l'enfant plante l'arbre chez lui parce qu'il a déjà un jardin, un petit ou grand, mais il a déjà un jardin. Et nous avons, pour ceux qui sont en habitat collectif, qui n'avaient pas la possibilité de le planter dans leur copropriété, puisque certaines copropriétés ont joué le jeu et ont permis aux enfants de planter. On a reçu des photos. On a reçu des photos d'ailleurs de copropriétés, de parents qui ont accompagné les enfants. On a donné la possibilité de planter au parc du Brûlé, puisque le parc du Brûlé va avoir certains arbres qui seront élagués, d'autres coupés suite à certaines maladies. Donc il a fallu
faire de la compensation. Alors, j'aime pas trop ce terme. Voilà, vous l'avez senti dans ma bouche, c'est ce que la loi dit de compenser. On s'oblige à compenser, mais en réalité, on s'oblige à rien. L'idée, c'est comment on préserve notre avenir. Voilà. Donc, ça a très très bien fonctionné. Et on les a plantés, bien sûr, au moment de la Sainte-Catherine, puisque tout prend racine. Et vous pouvez aller voir au Parc du Brûlé, c'est vrai qu'il y a Oui, allez-y. Ce sont des chênes verts. Ce sont des chênes verts parce que ça pousse bien. Et puis parce que ça résiste bien aussi. Évidemment au changement climatique. Donc voilà, très très belle opération et les enfants étaient vraiment ravis. Il y a déjà des opérations qui ont été faites comme ça par le passé, dans un passé récent. Il y en aura peut-être d'autres dans un futur récent. Affaire à suivre, mais en tout cas, belle opération. Très belle opération. Je vais vous lire une question, Madame le maire, que j'ai reçue concernant le périscolaire. Alors, on nous dit que certains services seraient annulés faute de personnel, et on nous pose la question est-ce que c'est un défaut de financement de la mairie ou est-ce que c'est un défaut de candidature pour faire ces métiers, peut-être ces métiers-là? Eh bien, malheureusement, c'est un problème de recrutement qui On est de retour. On a eu manifestement une micro-coupure réseau qui a arrêté la vidéo, donc on vient juste de la relancer. On est désolé, du coup, Madame le maire, je vous ai coupé en pleine réponse. Oui, puis surtout peut-être que vous subissez aussi les mêmes micro-coupures, ça arrive de temps en temps. J'espère que ça va pas se reproduire, je peux pas l'affirmer parce que c'est la technique et c'est pas toujours simple. En tout cas, on veille à ça. Voilà, si ça se reproduit, on relancera directement après et de toute façon, on répondra à toutes les questions jusqu'à 19h30 quoi qu'il arrive. Alors, je reviens sur la question qui était posée, Bastien, sur le périscolaire. Alors, malheureusement, je le disais, comme toutes les autres villes, aujourd'hui, nous subissons les problèmes de recrutement. Et ils sont de plus en plus lourds, c'est-à-dire que nous n'avons soit pas du tout de candidature, soit les candidatures que nous avons ne donnent pas de suite. Et on a même des situations où parfois, eh bien, les personnes que nous recrutons ne se présentent pas à leur H le jour J dans l'école à laquelle ils sont affectés. Donc ce n'est absolument pas une question de budget, de financement. Il est inscrit au budget, comme il l'était au 2022, il sera inscrit au budget de 2023, une enveloppe suffisante pour couvrir tout le périscolaire, notamment l'étude du soir sur toute la ville. Évidemment, nous avons de plus forcé des recrutements de coordination. Nous avons recruté des coordinateurs parce qu'on en manquerait cruellement pour qu'on puisse bien encadrer ces vacataires et donc toutes ces personnes qui sont dans les écoles. Malheureusement, là aussi, des problèmes de recrutement. Je vous l'avoue, on n'arrive même pas à mutualiser avec les autres villes puisque de fait, c'est sur les mêmes horaires puisque c'est généralement sur l'étude 16h30, 18h le soir. Donc oui, effectivement, pour éviter des problèmes on va dire pas pour éviter des problèmes, mais pour n'avoir aucun problème de sécurité et d'encadrement auprès des enfants, quand même, on parle d'enfants qui sont encadrés le soir, eh bien, il y a certains soirs où nous avons dû fermer les études. Nous essayons de vous prévenir de plus en plus tôt. Voilà, nous avons même, et nous faisons des efforts tous les jours, et toutes les semaines, le service scolaire alerte aussi les parents quand vous n'avez absolument pas besoin de l'étude. Alors, c'est un service qu'on propose, il n'y a aucune discrimination à avoir, effectivement, mais aujourd'hui, Deuxième coupure réseau, on va essayer de prendre le maire, j'ai l'impression qu'on a un petit problème avec notre câble, alors on va essayer de prendre des bonnes résolutions et de ne plus toucher la table en espérant peut-être que ça fonctionne. Alors, je tiens mes mains loin de cette table. J'ai pas d'autre solution sous la main. Je termine juste sur le périscolaire. Ce n'est absolument pas, je répète, un problème de financement, c'est un problème de recrutement. Toutes les villes le subissent. Nous essayons de maintenir un service d'accueil pour des enfants de qualité en toute sécurité. Et donc, certains soirs, si nous n'avons pas le nombre d'encadrants suffisant, eh bien, nous préférons évidemment annuler l'étude. Tout ça va nous amener certainement à réfléchir à des solutions, à certainement prendre des décisions drastiques parce que nous n'arrivons pas à assumer le service. Voilà. Donc déjà, le service scolaire a fait un gros travail en essayant de dire aux parents de jouer la solidarité si vous n'en avez pas besoin, si vous avez la possibilité de venir récupérer vos enfants à 16h30. Donc ça, c'est bien. Merci à tous les Fidésiens. Nous revoilà, je sais plus quoi dire. On a changé le mode de connexion, on va voir si ça fonctionne. On se laisse une dernière chance. Et si ça marche pas, je pense qu'on fera du chat jusqu'à 19h30 parce que là, c'est trop désagréable pour vous, à mon avis. Et pour nous aussi, malheureusement.
Voilà, j'espère que ça va tenir comme ça. Madame le maire, je vous ai encore coupé, je vous redonne encore la Ce n'est parole pas grave. sur la sobriété et le Tout souhait à d'aller fait. plus loin. En 2023, donc au-delà du plan d'urgence que nous avons mis en place sur ce trimestre depuis le mois d'octobre, nous irons plus loin en 2023. Tout d'abord, ce plan de sobriété, il va concerner aussi un investissement, un investissement notamment sur le chauffage pour qu'on puisse mieux réguler les températures dans les salles et dans tous les équipements, dans tous les bâtiments publics. Voilà, c'est un investissement qui a un retour très rapide puisque de fait, il ne sera pas de somme très importante, mais il va nous permettre de réguler. Évidemment, le plan lumière, puisque vous savez que nous commençons au fur et à mesure à changer tout notre éclairage public pour passer à du LED. Alors le plan évidemment global sur toute la ville prendra quelques temps, mais là, au gré des... en même temps que nous non, je n'arrive plus à parler. En même temps qu'il y a l'enfouissement des réseaux, excusez-moi, évidemment, nous changeons les candélabres et nous passons à de la lumière LED. Sur l'éclairage public, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons également être sur de l'extinction, mais partielle. Évidemment, il n'est pas question de plonger toute la ville de Sainte-Foy dans le noir, mais nous travaillons aujourd'hui pour qu'à partir de janvier, certainement de 1h du matin jusqu'à 5h du matin, sur certaines zones, nous coupions l'éclairage public pendant 4 heures. Évidemment, il faut attendre que le dernier bus soit arrivé sur la commune. J'y tiens beaucoup en termes de sécurité. Et puis, le matin à 5 heures est allumé, puisqu'il y a des gens qui commencent tôt et qui partent très très tôt, qui prennent notamment le bus pour aller travailler. Donc, l'idée, c'est comment on arrive à un équilibre entre sobriété énergétique et sécurité sur notre territoire. Vous savez ce que j'en pense, je me suis souvent exprimée. Oui, la sécurité passe avant tout. Certaines communes ont fait le choix de tout éteindre. Non, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Non, ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Déjà, nous avons souhaité installer de la vidéoprotection sur notre territoire pour justement sécuriser les personnes et les biens sur Sainte-Foy. Donc sur tout le maillage de la vidéoprotection, je ne souhaite pas qu'on éteigne. Et puis il y a des zones que l'on va pouvoir éteindre et qui vont permettre de diminuer évidemment nos consommations énergétiques. De toute façon, le passage à de l'éclairage LED va considérablement diminuer la consommation énergétique et aussi se transformer en économie financière. Et puis, évidemment, le passage à du LED va nous permettre de faire de la gradation, c'est-à-dire de tomber l'éclairage public la nuit à faible puissance, ce qui ne remet absolument pas en cause l'ambiance sécure que l'on va pouvoir garder sur le territoire. Mais il va falloir passer à des économies quand même assez importantes. Le but, c'est de le faire, mais sans changer trop les habitudes finalement. Sans trop changer les habitudes, et puis surtout en évacuant cette idée d'insécurité autour de l'extinction de l'éclairage public. Voilà. Mais je l'avoue, ça demande un travail de fourmi en fait. Alors ça demande un travail de fourmi. Nous avons regardé chaque rue, chaque armoire, chaque point lumineux, pour qu'on puisse éteindre là où c'est pertinent de le faire. Et puis, surtout, voilà, je le dis, je sais que je vais m'attirer les foudres de certains écologistes qui ne sont pas d'accord et qui sont un peu extrêmes dans leurs décisions. Je ne souhaite pas plonger la ville de Sainte-Foy dans le noir parce que ça peut être à des endroits très insécures de le faire. Voilà. Et même très dangereux en termes de population qui est à pied, que l'on ne verrait pas, qu'un automobiliste ne verrait pas. Donc voilà, il faut faire ce travail-là, mais sur certains axes, nous le ferons. Merci Madame le maire. Voilà. J'enchaîne un petit peu, comme on parle de lumière, et que dans 2 jours, il y a un événement. Je fais la bascule parce qu'on a eu certaines questions sur est-ce que justement il y a des choses qui se passent sur la commune. Tout à fait. Est-ce que la ville fait quelque chose par rapport à la fête des Lumières? Alors oui, le 8 décembre sera évidemment célébré à Sainte-Foy-les-Lyons comme tous les ans quand c'était possible, sauf période Covid. Vous savez que c'est une tradition très importante. Lyon, agglomération lyonnaise, c'est une fête populaire, une fête de solidarité, une fête de partage, de fraternité. Et Sainte-Foy s'inscrit pleinement dans cette tradition, dans cette fête. Alors vous allez retrouver dans tous vos quartiers des animations, notamment au centre, à la Plaine, Province Chavril, des comités de quartier qui s'activent, des comités d'intérêt locaux qui s'activent, toutes les associations qui s'activent autour de cette belle fête que l'on veut être une fête, qui se veut être une fête familiale, solidaire, encore une fois, fraternelle. Voilà. La ville installera des lumignons sur l'ensemble de ces bâtiments, que ce soit évidemment les bâtiments publics que vous connaissez, la mairie, le CCAS, mais aussi toutes nos écoles seront illuminées jeudi 8 décembre. Voilà. Du coup, c'est un éclairage, un jeu de mots particulier cette année. C'est un bel éclairage, sur
sur le territoire. Voilà, venez en famille, profitez de cette soirée à Sainte-Foy le 8 décembre. Voilà, venez faire la fête. Merci Madame le maire. Les gens reviennent petit à petit. J'ai pas de nouvelles questions, mais Oui, je mais pense c'est qu'on a, normal. malheureusement, je pense qu'on les a un petit peu perdus avec tout ce qui s'est passé. Ils reviennent petit à petit. Donc je vous le dis, n'hésitez pas, ceux qui sont présents, à poser vos questions. C'est le moment ou jamais. Si on peut continuer sur des événements festifs, hein, on peut aussi parler de Oui, ce qui est festif. Évidemment, le début d'année 2023 verra se renouer la tradition des vœux à la population, puisque nous n'avons pas pu le faire depuis fort longtemps. le faire depuis fort longtemps, ou en tout cas ce qui nous semble être très Depuis très loin 2020. depuis 2020, c'est-à-dire que les derniers vœux datent de janvier Ça fera 2000. 3 ans. Voilà, ça va faire 3 ans. Ouais. Et du coup, nous serons là et les vœux à la population auront lieu le 20 janvier à 19h à l'Ellipse. Évidemment, toute la population fidésienne est invitée pour ce moment, encore une fois, de partage. C'est le moment aussi de se retrouver, de faire un petit bilan sur ce que nous faisons, de présenter l'équipe municipale, les projets, mais aussi de passer ce temps convivial tous ensemble autour d'un petit buffet très simple, mais qui aura la vertu d'être très amical et très convivial. Voilà, donc C'est une soirée qui vous tient à cœur. Ah oui, Je pense c'est que une soirée on croise les doigts pour qu'il n'y ait nous pas tient à cœur de parce que voilà, tous ces événements que nous célébrons méritent de l'être parce que nous avons besoin de nous retrouver. On le sent tout particulièrement dans notre ville. Voilà. Tout à Donc, fait. J'ai des questions qui arrivent du coup Oui, là, oui, Madame oui, la on maire, y un va. petit peu. On y va, on fait. On nous demande quel est le projet qui va remplacer le garage Renault avenue Value. Je ne sais Alors, pas si vous avez des informations. Alors effectivement, le garage Renault est fermé. Non, je n'ai pas encore nous n'avons pas encore de projet ferme ou en tout cas de projet suffisamment abouti sur ce tellement, cet ancien bâtiment Renault. Il y a des personnes qui sont venues en mairie, qui ont commencé à avoir des contacts avec Monsieur Baumin, adjoint à l'urbanisme, Madame Bazaille, adjointe à l'aménagement du territoire, mais aussi avec les services. Mais à ce jour, le projet n'est pas suffisamment abouti pour qu'on puisse en parler, ou en tout cas, rien n'est encore sur mon bureau de ferme et définitif. Voilà. Mais effectivement, il a été cédé. Du coup, la question sera peut-être reposée dans un futur Oui, Facebook Live. voilà, On vous répondra tout à quand on fait. le pourra. Voilà, il n'y a pas de volonté de trahir ou même de cacher des vérités. C'est simplement que nous n'avons pas de projet à ce jour qui Vous n'êtes pas toujours la première au courant. Hein. Ah voilà, alors ça, c'est ce que je dis souvent en matière d'urbanisme. Lorsqu'il y a des sessions de ce type-là, on n'est pas forcément d'abord au courant les premiers, hein, quelque chose qui va se vendre et donc qui est acheté. Nous le sommes au moment où les choses se sont régularisées. Et puis, concernant les projets, il faut laisser aussi les porteurs de projets le temps de mûrir ce qu'ils ont envie de faire. À ce jour, rien n'est abouti sur ce projet-là. Mais ça va être, je pense, dans les mois qui viennent. Merci Madame le maire. J'ai une autre question. On nous demande que faire pour améliorer la sécurité de la sortie du collège. Alors sous-entendu qu'il doit y avoir quelques problématiques de sécurité à la sortie du collège du Plan du Loup. Oui, alors la sortie du collège. Pas plus de détails. Alors la sortie du collège du Plan du Loup. Alors déjà la sortie du collège se fait côté stade avec un lieu un petit peu préservé puisque de fait pour aller en voiture, si on parle de sécurité, alors est-ce que c'est sécurité routière? Est-ce que c'est autre type de sécurité, délinquance, agression? C'est pas précisé. Voilà, c'est pas précisé. Je le dis à la personne qui a posé la question, voilà. Si vous n'hésitez pas à recommenter n'hésitez pas à recommander. Pour préciser votre question, comme ça on se fera un plaisir de répondre. Le collège est loin de la route, hein, est un petit peu sur Alban-Vistel, est un petit peu plus loin que la route, ce qui lui donne un caractère un petit peu préservé. Voilà, sinon sur le chemin du Plan du Loup, on travaille à diminuer la vitesse. Nous n'excluons pas de passer à 30 cette zone, avant qu'elle le soit déjà d'ailleurs, de passer à 30 cette zone pour limiter la vitesse, notamment le long, aux abords de l'arrêt de bus, hein, puisque de fait les enfants sont souvent stationnés, attendent le bus, et c'est là où il peut y avoir à un moment donné une vitesse excessive là-dessus. Donc nous avons plusieurs fois mis des radars pédagogiques qui permettent, comme son nom l'indique, d'éduquer un petit peu l'automobiliste pour qu'il ralentisse devant des lieux où il y a des enfants ou tout simplement des piétons. Voilà, et puis nous travaillons à des zones 30 pour pouvoir limiter la circulation. Et puis, bien évidemment, notre police municipale qui tourne aussi souvent qu'elle le peut devant les établissements, qu'ils soient scolaires ou devant le collège, pour éviter
pour éviter justement tous ces comportements déviants de la part des automobilistes. Après, il y a... Oui. J'ai eu une précision du coup. Alors, ce monsieur nous parle de bagarre entre élèves et de délinquance. Alors, voilà. Alors, je me doutais aussi que ça concernait. En ce qui concerne les bagarres et la délinquance, c'est toujours pareil. Là aussi, il y a une veille à travailler avec le collège. Nous faisons partie du conseil d'administration du collège. La ville siège, à côté de la métropole aussi d'ailleurs. Nous avons des représentants, moi-même, je siège au collège, et j'ai des représentants du conseil municipal qui siègent pour qu'on puisse être informés de tout cela. Là aussi, l'idée, c'est toujours pareil. Est-ce que, à un moment donné, notre police municipale peut venir faire un petit tour devant le collège? Il faut le faire. Après, il faut plutôt entrer dans le collège, arriver à faire des animations dans le collège. Nous avons un service Action Jeune très présent qui peut travailler aussi les problématiques de violence. Je sais que la direction du collège est sensible à cela. Voilà, il faut multiplier aussi la prévention et le contact au niveau des élèves pour qu'on puisse avoir des sorties un petit peu plus calmes devant le collège. Mais effectivement, s'il y a des bagarres, s'il y a de la vraie délinquance, s'il y a des situations un petit peu plus graves que ça, il ne faut pas hésiter là aussi à passer par la police municipale qui peut venir. En tout cas, vous venez de m'alerter, j'en parlerai à l'adjointe à la sécurité. Oui, voilà, je pense qu'on va passer aussi le. Voilà, il faut qu'on passe. Il y a bagarre et bagarre. Il y a aujourd'hui des comportements là aussi de jeunes gens. On est sur des adolescents avec des comportements qui peuvent un petit peu déborder à la sortie d'un collège. Et puis il y a de la délinquance qui peut s'implanter devant un collège, qui peut entraîner, je dirais, de l'influence aussi auprès de collégiens, qui peut entraîner des agressions. Là, il faut être un petit peu plus attentif. On se tournera vers le collège. Voilà. Donc merci de nous le signaler. Encore une fois. Tout à fait, ouais. C'est toujours. Ça sert aussi à ça, cette Facebook Live, à faire remonter des choses. Exactement, à faire remonter des choses. Le travail se fait à l'intérieur de l'établissement, comme je disais, comment on entre dans l'établissement, comment de l'animation sociale entre dans l'établissement, comment de la prévention est faite. Et puis il y a le travail aussi de répression, excusez-moi, j'utilise le mot, sur l'espace public, lorsqu'on est sur des situations de délinquance avérée et de situations d'agression assez graves. Donc je ferai remonter à la police municipale et puis on ira faire une démarche auprès de la direction du collège. Merci Madame le maire. J'ai une question sur la messagerie. On nous demande, parce que des gens ont vu sur le site qu'on leur demandait de se signaler par rapport à des dégâts sur leur propriété ou quoi. Tout à fait. Et on nous demande de préciser peut-être un peu les choses sur cette action de la ville. Hein, alors oui, l'idée c'est comment la ville, excusez-moi, peut accompagner pour nos connaissances de l'état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse. Voilà, donc nous accompagnons, évidemment c'est pas nous qui déclarons cela, mais nous accompagnons les Filésiens suite à la forte sécheresse de cet été. Il y a des habitations, il y a des locaux qui ont subi de gros dommages, et donc ce qu'on vous demande c'est de vous signaler pour que justement nous puissions lancer une procédure auprès de la préfecture, monter un dossier auprès de la préfecture pour qu'on puisse être déclaré catastrophe naturelle, pour que les Filésiens qui ont subi ces dommages suite à cette catastrophe de l'été, de la sécheresse, puissent être remboursés par leur assureur. Voilà, donc nous laissons encore un petit peu de temps. L'idée c'est qu'en 2023 on puisse monter le dossier auprès de la préfecture. Voilà, alors évidemment il va falloir prouver que c'est la sécheresse, mais ça vous savez comment ça se passe. Je pense que si certains d'entre vous, malheureusement, ont subi déjà des dégâts dans leur vie sur leurs habitations, vous savez comment ça se passe, il faut des experts, il faut bien arriver à conclure, hein, il faut prouver. C'est ça, du coup, il faut bien nous envoyer photos. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à envoyer, mais tout est précisé sur le site. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y aura de personnes qui vont nous écrire, et plus il y aura de chances que derrière, à la préfecture, ça puisse avoir une chance de. Tout à fait. Là aussi, on est sur des actions collectives et la ville vous aide à monter le dossier et portera la voix des Filésiens devant la préfecture. Donc n'hésitez pas, il y a encore du temps, hein, on va le faire dans le temps, donc ça prendra du temps, vous vous en doutez bien. C'est pour ça que mettons ce temps à profit pour monter le dossier avec de plus en plus de Filésiens qui nous font remonter leur situation. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Merci Madame le maire, on vous remercie pour vos différentes réponses. Oui. Donc je vous fais passer le message. J'ai plus de questions là tout de suite qui sont arrivées.
Il y a quand même un certain nombre de personnes qui nous suivent, donc je vous le dis, continuez. On va rester N'hésitez pas. encore là 4-5 minutes. S'il n'y a pas de questions, au bout d'un moment, il faudra qu'on rende l'antenne. Mais on reste Oui, encore là pour le moment. On oui, reste encore mais 4-5 minutes. voilà, on aime bien laisser la place aux questions. C'est vrai Ouais, que c'est beaucoup mieux pour nous tous. Après, il y a des tas de choses dont on peut discuter. Évidemment, on est très, notre volonté est très marquée. Vous savez, sur ce plan handicap, j'en ai parlé la dernière fois. oui, Je reviens là-dessus puisque on lance évidemment tout notre plan qui prendra forme notamment par les jeux inclusifs sur le parc ouais, Bourra. tout à fait. Voilà, donc c'est très important, hein, Mm. donc nous espérons que vous comprenez ça. Nous avons Maria Giordano, adjointe aux solidarités, Génération et Solidarité, a organisé la semaine dernière toute Une une réunion réunion avec une association qui s'appelle la Souris Verte, qui accompagne les familles. Donc à l'ordre du jour, il y avait ce fameux dossier que vous MDPH. voilà, NDPH, c'est des mots techno, mais en fait qui veulent tout dire de la galère que subissent les parents lorsqu'ils doivent donc être aidés par l'État, être aidés par l'administration, notamment dans les écoles pour que leurs enfants puissent avoir une AVS. Donc Mm. autour de tout ça, donc c'est vraiment des actions qui sont très importantes, qui ressortent d'une vraie volonté politique de l'ensemble de l'équipe. Et sur l'année 2023, on ciblera plus l'emploi et tout le travail autour des entreprises pour justement dédramatiser l'emploi et l'intégration de personnel porteurs de handicap. Donc voilà, c'est un énorme projet. Et puis, dans un tout autre sujet, vous savez que nous avons démarré donc le projet Clos Cardinal dans le centre-bourg. Vous étiez très nombreux d'ailleurs le 5 juillet lors de la concertation que nous avons menée, réunion publique et concertation que nous avons menée avec avec le porteur, enfin avec le prestataire qui nous accompagne sur ce dossier, notre maître d'œuvre sur le dossier. Donc là, les marchés sont lancés pour les travaux. Donc les travaux vont démarrer très très vite, soit pendant les vacances, soit au mois de janvier. En tout cas, que des choses démarreront très très vite. Voilà, mais vous le savez, ce projet Clos Cardinal qui englobe une végétalisation du parc Clos Cardinal, mais également une désimperméabilisation et une végétalisation de la rue du Château avec le parking qui est aujourd'hui présent. Et le point de démarrage, vous le savez, c'est le point de départ de la requalification du centre-bourg, puisque nous portons un projet de requalification sur la place Zavé-Ricard, la place de l'église, et nous travaillons, ça y est, le travail est démarré avec la métropole de Lyon, et sur l'année 2023, nous aurons les études réalisées. Nous en avons déjà beaucoup, certaines ont déjà été faites, donc nous irons assez vite, et certainement des premières réalisations qui vont se faire. Donc ça veut dire aussi que le centre-bourg va être pendant quelques temps bien agité avec tout ça, mais nous savons que C'est un passage obligé quand on c'est veut. un passage obligé pour apaiser et pour avoir une vraie place. C'est quelque chose d'attendu. C'est quelque chose de très attendu. Vous savez aussi que cette volonté d'avoir des places qui sont cœur de vie, où on a envie de cœur de ville, mais aussi cœur de vie, hein, où on a envie de rester, de déambuler, d'être avec nos enfants, de passer un temps, et nous espérons les retrouver. Nous espérons continuer ça dans d'autres quartiers. Le quartier qui sera aussi très bientôt concerné, c'est la Plaine, puisque l'école Champveillet, vous le savez, a fermé, que nous sommes sur un projet de vente, que Oui. nous sommes en pleine procédure pour sélectionner un candidat, un porteur de projet, donc avec un projet absolument magnifique d'habitat inclusif, puisque le plan handicap se décline aussi en logement. Et puis en face, il y a la salle Laurent-Paul, il y a un jardin d'enfants et il y a un espace public, la place Laurent-Paul. Là aussi, elle fait partie de ce que nous avons appelé notre projet territoire. Nous allons également végétaliser, désimperméabiliser pour retrouver un espace, agrandir, nous espérons, le jardin d'enfants qui est très fréquenté. Voilà, et bien évidemment, nous espérons d'ici la fin du mandat réaliser la salle Laurent-Paul, ou en tout cas réhabiliter la salle Laurent-Paul, voilà, qui est très très utilisée. Donc voilà, cette volonté un petit peu de créer ces espaces où tout le monde peut se retrouver, avec du végétal évidemment, puisque nous allons aussi vers cette préservation. C'est un peu en lien avec ce dont on a parlé aussi. C'est plus tôt. exactement en lien, Ouais. de toute façon, c'est tout ce qui nous gouverne, tout ce qui nous porte en fait dans ce mandat, c'est de faire cela. Alors, voilà. Donc, Merci Madame le maire. J'ai eu deux questions ouais. pendant que vous
qu'on parlait du plan handicap et des travaux du Clos du Cardinal. La première, justement, ça concerne aussi des travaux qui ont lieu actuellement rue du Nérard, mais qui sont suspendus en fait rue du Alors, Nérard. ils ne sont pas suspendus. Rue du Nérard, il a fallu refaire des réseaux. C'est ce qui a. On nous demande quand ça va se terminer. Voilà, alors ça va se terminer bientôt, puisque il va falloir faire le revêtement, évidemment, il va falloir faire le revêtement de cette rue. Et puis surtout, lorsque nous refaisons en fait la chaussée, hein, puisqu'elle elle est plus qu'abîmée, abîmée par les travaux successifs. C'est ça. Et puis surtout, ça prend un petit peu de temps parce qu'il a fallu évidemment valider avec la métropole de Lyon des opérations. Donc il s'agit de refaire le revêtement, mais surtout aussi de travailler un revêtement qui va apaiser la circulation sur la rue du Nérard. Voilà. Vous savez que la rue du Nérard est une zone 30, une zone de rencontre, excusez-moi, une zone 20, pardon. Donc la rue du Nérard, je répète, est une zone 20, ce qu'on appelle une zone de rencontre, ouais, où le piéton est prioritaire. Normalement, il a toute sa place sur la chaussée, mais la réalité, c'est que voilà, c'est que des voitures passent. Et voilà, donc l'idée, c'est de travailler un revêtement le long de la rue du Nérard qui permet d'apaiser, qui permet d'abord d'enlever la couleur, je dirais, très foncée du bitume, hein, ce qui permet justement de lutter contre les îlots de chaleur, tout simplement. Donc on aura des revêtements beaucoup plus clairs, notamment sur les côtés. Et puis, dans l'œil de l'automobiliste, de lui faire comprendre qu'il entre dans une zone, certes, il peut la passer, puisque la voiture n'est pas interdite, loin de là, et puis nous ne le souhaitons pas. Certes, la voiture peut circuler, mais il faut que l'automobiliste, quand il entre dans la rue du Nérard, il comprenne qu'il est dans une zone apaisée et qu'il doit lui aussi être apaisé au volant et respecter tous ceux qui sont sur cette rue. Voilà. D'où la dissimulation des réseaux. D'où la dissimulation des réseaux, d'où les réseaux à refaire, la dissimulation des réseaux et ce revêtement dont on attend que nous a proposé la métropole de Lyon et que nous avons accepté. Donc on est sur des travaux qui seront faits assez rapidement. Merci Madame le maire. Alors on nous demande si on a déjà, si on a déjà parlé du manque de personnel pour la restauration scolaire. Alors pareil, oui, on l'a fait. Donc je répète juste en deux mots. Il n'y a pas, en fait, il y a un manque de personnel aujourd'hui dans l'ensemble des dispositifs périscolaires, matin, cantine et études du soir, parce que nous avons des problèmes de recrutement. Nous n'arrivons pas à recruter. Je le disais tout à l'heure, parfois il n'y a pas de candidature. Quand il y a des candidatures, certains ne souhaitent plus venir travailler, d'autres ne viennent pas le jour où ils sont recrutés, d'autres ne se présentent même pas au jury, hein, donc ils sont recrutés. Ce ne sont pas les jobs les plus faciles à fidéliser. Ce ne sont pas les jobs les plus faciles à fidéliser. Et puis parfois, on a du personnel qui va rester pendant 2 mois, et puis 2 mois plus tard, il s'en va. Donc en fait, nous sommes continuellement en recrutement. Nous avons tous les outils de recrutement possibles. Ouais. Nous sommes en lien avec les villes de communication. Nous sommes en lien avec toutes les villes. Les budgets sont prévus, le financement est prévu, voilà. Mais nous n'arrivons pas. Et je disais, ça nous amène à des décisions difficiles, des décisions en urgence difficiles, telles qu'elles ont été prises depuis la rentrée, mais ça va sans doute nous amener à prendre des décisions beaucoup plus drastiques sur la question de la pérennité de certains dispositifs périscolaires. Mais voilà, nous espérons que c'est temporaire. Voilà, je refais cet appel. Si vous avez autour de vous des gens qui cherchent à travailler, si vous avez même des retraités, vous êtes des jeunes retraités, vous avez envie de passer un petit peu de temps auprès d'enfants, c'est pas si difficile que ça. Il y a des coordonnateurs, il y a tout ce qu'il faut. Le service scolaire est à votre disposition. Si vous connaissez des jeunes qui ont leur BAFA aussi, qui pourraient venir, voilà, n'hésitez pas. La ville recrute toute l'année. On recrute toute l'année et nous sommes obligés, ça prend un temps fou parce que nous sommes obligés de recruter tout le temps. Mais je le disais, le point le plus important, c'est l'accueil des enfants durant ce temps périscolaire et l'encadrement. Voilà, il ne s'agit pas de mettre en difficulté et de mettre en insécurité ce moment d'accueil périscolaire. Et ça, on le doit aux familles. Donc, lorsque nous n'avons pas le nombre d'encadrants suffisant, nous sommes amenés à ne pas proposer le temps périscolaire. Voilà, je suis désolée, mais je pense que c'est beaucoup mieux quand même de le proposer en sécurité. Tout à fait. Pour vous et pour vos enfants.
J'ai eu une autre question d'un sujet dont on a déjà parlé. On nous demande comment on va gérer les augmentations des dépenses d'énergie et quelles vont être les répercussions. Alors, on a expliqué qu'il y avait surtout un plan de sobriété qui Voilà, était alors les en marche dépenses en maintenant. énergie, nous les subissons Mais il y toutes en a, un c'est peu. vrai. Nous ne sommes pas éligibles à un bouclier, hein, donc nous attendons beaucoup de l'État, mais cette fois n'est pas éligible. Les dernières décisions qui ont été prises dans le cadre du projet de loi de finances 2023 prévoient un filet de sécurité, mais cette fois ne sera pas éligible à ce filet de sécurité. C'est bien dommage, alors même que nous sommes en difficulté. Voilà, donc nous subissons de plein fouet la crise énergétique, donc les prix de l'énergie, mais aussi l'inflation globale sur l'ensemble de nos dépenses. Ça se traduit par la volonté de faire des économies d'énergie. Je le disais tout à l'heure, un plan de sobriété qui va nous permettre de faire des économies, de diminuer nos consommations énergétiques et puis de faire des économies financières. Et ça se traduit aussi par des investissements qui vont nous permettre de réguler, je disais, le chauffage, de travailler sur l'éclairage public pour qu'il soit moins consommateur d'énergie. Oui. Et ça se travaille aussi à long terme, parce qu'il y a l'urgence, ce plan de sobriété qu'on a mis en place depuis septembre, enfin depuis octobre. Il y a le moyen terme, hein, les investissements que nous allons faire dans les 2 ans qui viennent, et puis il y a le long terme, où là, nous travaillons ce qu'on appelle une stratégie patrimoniale qui nous permet aussi de retravailler sur l'ensemble de nos bâtiments, de les mettre en performance énergétique, mais aussi de travailler la mutualisation, les regroupements et aussi la sobriété en mètre carré, parce que toujours pareil, hein,